On va continuer notre tour de table du côté de l'architecture en retrouvant Annie Jouga. Alors Annie, vous êtes architecte DPLG de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Villette. Vous êtes également adjoint au maire de Gorée depuis 2002 dans la commune de Dakar. Et puis vous êtes président de la commission mobilité urbaine et infrastructure. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt parmi nous sous votre casquette, je dirais, pédagogique. Il y a très peu d'écoles d'architecture en Afrique de l'Ouest, m'a-t-on dit. Racontez-nous un petit peu l'histoire de la création de l'école que vous avez cofondée et comment aussi elle peut inscrire les architectures qu'on dit bioclimatiques dans le 21e siècle. Dites-nous tout. Merci, bonjour à vous tous. Alors, le collège d'architecture de Dakar est un petit collège, on est en moyenne 100, 110 personnes, 110 étudiants, qui a été créé en 2009 par 3 architectes sénégalais. Et parce qu'il y avait un déficit de formation, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette la main à la pâte. Et on a donc créé ce collège-là, tout seul. C'est un collège privé. On n'a jamais été soutenu par qui que ce soit, ni par les banques, ni par l'État. Et on continue notre petit chemin, 12 ans après. On a formé des centaines de licenciés en architecture. On a formé 4 masters en architecture. On est en partenariat avec l'université de Thiès, à 70 km de Dakar, l'UFR de sciences et technologies, qui a un très grand laboratoire de recherche de matériaux. Et c'est tout bénéfice pour nous. Alors aujourd'hui, on va dire des chiffres au Sénégal, il y a un architecte pour 1000 habitants. Je crois qu'en France, c'est un architecte pour 100 habitants, quelque chose comme ça. Pour vous donner le rapport. De 10, un rapport. Donc. Ah oui. Et il y a effectivement très peu d'écoles d'architecture. Il n'y a toujours pas d'école. L'école d'architecture nationale est fermée depuis 17 ans. Quand nous, on a ouvert, ça faisait 17 ans qu'elle était fermée. Donc là, ça fait plus de 20 ans. Près de 30 ans. Et aujourd'hui, on se pose la question fondamentale de comment enseigner et construire un enseignement d'une architecture qui nous ressemble. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'était par là qu'on aurait dû commencer. On était nous-mêmes formatés, puisqu'on a tous fait nos études à l'étranger. Et là, après quelques années d'enseignement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on passe à un autre stade. Et pour ça, on va travailler avec nos étudiants qui eux-mêmes sont formatés. Ils arrivent la tête remplie d'architectes et d'architecture occidentale. Il faut un peu casser les modèles, et c'est difficile. Il y a tout un travail à faire sur les mentalités. Il faut un peu désapprendre en quelque sorte. Absolument. Il faut... Bon, désapprendre, c'est peut-être un peu fort. Il faut leur faire comprendre on doit baser notre architecture sur autre chose, si on veut vraiment apporter une solution. Et donc, on travaille depuis 4-5 ans sur déjà une connaissance, tirer des leçons de nos architectures traditionnelles. Je pense que c'est important de tirer des leçons de nos architectures traditionnelles. Nos étudiants, on les envoie régulièrement sur le terrain. Et là, notamment à Matam, c'est le Sénégal de l'Est, la région du fleuve du Sénégal, qui commence à Saint-Louis et qui descend jusqu'à Bakel. Et ils vont à la recherche de ceux qui devraient leur ressembler. Et ils sont très souvent surpris de trouver des choses intéressantes. Et quand ils questionnent leur environnement, quand ils vont là-bas, ils se rendent compte qu'effectivement, bon, ils arrivent avec des termes genre architecture bioclimatique. Les paysans, les villageois les regardent en leur disant « mais de quoi vous parlez ?» Et quand ils expliquent, les gars leur disent « ah ben oui, mais nous on fait ça depuis très longtemps. » Vraiment, si c'est ça votre architecture bioclimatique, nous on fait ça. Le problème, c'est que les modèles ne sont pas ce qu'ils devraient être. Et ces mêmes
paysans disent, si j'avais un peu plus d'argent, je construirais en ciment, parce que le modèle, il est le modèle de celui qui a réussi, qui construit en ciment, qui a une toiture en zinc, alors qu'ils savent très bien quelle est l'importance de leur... Alors, c'est tout ça qui nous paraît important, revoir un peu, de tirer ces vraies leçons. Ensuite, deuxième exercice important, c'est le travail de changer les codes. Et notamment, le parallélisme asymétrique a été défini, c'est pas simplement dans l'architecture, mais dans l'art en général par le président Senghor. Philosophiquement, il s'agit aujourd'hui pour nous de le codifier, pour que les codes d'expression soient des codes qui nous ressemblent, des codes dans l'écriture architecturale, dans la lecture architecturale, qui soient des codes qui soient basés sur notre propre culture. Et c'est tout un travail qu'on est en train de mettre en place. Déjà, les étudiants, on les envoie à la recherche de... Ils se questionnent, et ça leur parle. Ça leur parle beaucoup. Je pense que c'est très, très important pour nous. Quand ils arrivent en Europe, on les regarde bizarrement en leur disant « oui, mais ici, c'est comme ça que ça fonctionne ». Je leur dis c'est normal. Mais gardez ça en mémoire et puis revenez et puis on verra comment. Et c'est tout un travail qu'on est en train de mettre en place. Pas simplement avec des architectes, parce que c'est beaucoup plus important, mais avec des universitaires, avec des chercheurs, etc. C'est un travail de longue haleine. Un autre exercice, plus qu'un exercice que nous sommes en train de faire, c'est effectivement la même chose, c'est l'école. Quel est le rôle que l'école peut jouer dans cette relecture de notre architecture, l'école, parce qu'actuellement, pour des raisons politiciennes, on construit beaucoup l'aide japonaise, enfin toutes les aides viennent et on construit des classes et on construit des classes et on construit des classes. On ne construit pas l'école. Et donc, on se sert d'un outil qui est l'école pour voir comment on peut avoir une relecture de nos architectures. Et on travaille sur la typologie de l'école au Sénégal, y compris des écoles, des abris, comme on appelle, la photo est peut-être un peu petite, des abris provisoires, qui aujourd'hui répondent à... Des abris provisoires, c'est en plein air, qui répondent à l'école en plein air. Aujourd'hui, aux États-Unis, avec le Covid, c'est l'école en plein air. Donc, comment repositionner ces écoles-là qui étaient des écoles non durables et comment en faire de l'école durable. Donc, tout ce travail qu'on est en train de faire avec nos étudiants. Et notamment, on a fait un colloque le mois dernier avec nos partenaires, entre autres de l'école d'architecture de Laval, sur comment l'architecture de l'école, comment le scolaire peut être du durable, comment faire entrer le scolaire dans le durable. C'est un colloque qu'on a fait, on est dans une chaire UNESCO avec plusieurs partenaires, dont l'école d'architecture de Laval. Voilà. Alors là, ça peut vous sembler être un regard un peu concentrique, mais on est quand même ouvert sur le monde. On a des partenariats avec différentes écoles, école de Paris à la Villette, Versailles, l'ESA à un moment, des écoles du Sud aussi. On est en partenariat avec eux. Et le dernier exercice qui n'est pas encore, qui nous paraît très très important, qui n'est pas encore, c'est un travail sur lequel on est de recherche, enfin on est en train de le conceptualiser. C'est, je pense que vous avez tous entendu parler de la restitution des œuvres d'art de l'Occident vers l'Afrique. Donc le travail que nous sommes en train de faire, on est en train de monter un grand atelier pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. C'est est-ce que où ces œuvres-là doivent être, à quel endroit elles doivent être restituées? Parce que si c'est pour créer un musée comme le Quai Branly au Sénégal, ça n'a pas de sens. Hier, l'artiste qui faisait le travail sur le tricot disait c'est étrange, mais je vous ai passé mon œuvre dans les mains, vous avez tous tenu mon œuvre dans vos mains. En général, on ne touche pas les œuvres des artistes. Le principe même de l'art africain, à l'origine, sa valeur, elle est
collective, c'est vrai, dans la société, mais elle est, par exemple, le masque. Il y a des masques que moi, je suis une femme, je n'ai pas le droit de voir. Parce que je suis une femme, parce que c'est pour protéger ma virginité ou ma... Bon, je vous dis n'importe quoi, mais c'est vrai. Je vous dis pas n'importe quoi, mais disons que je ne suis pas une initiée du masque, mais effectivement, il y a des masques qui circulent dans la collectivité et que des femmes n'ont pas le droit de voir. Selon certains codes. Selon certains codes, et qui se sont retrouvés dans des vitrines à Anvers, à Paris, etc., etc. Alors, quelle est la valeur de ce masque? C'est évident que les Africains ont sûrement reproduit d'autres masques pour se protéger, mais quand on dit qu'on va nous les restituer, de quelle valeur il s'agit? Et voilà, donc c'est tout un travail, un atelier qu'on est en train de mettre en place, que j'ai pour le moment appelé, entre guillemets, derrière le masque. Très intéressant. Voilà. Donc il y a transmission et restitution aussi. Exact. Alors la restitution, personnellement, je trouve que le terme n'est pas juste, puisque ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec les étudiants, mais c'est une réflexion personnelle. Moi, je ne pourrais pas appeler ça de la restitution parce que on sait très bien qu'ils ont été... et on a mis du juridique à l'époque pour justifier le transfert d'une zone à une autre, parce qu'on a, on a accompagné ça avec une législation. On a blindé l'affaire. Je pense que la chose la plus juste, c'est de dire « allons chercher ce qui nous appartient ». C'est plus dans ce sens-là que les choses devraient se faire plutôt que de restituer. C'est une opinion personnelle, mais je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Merci beaucoup, Annie.